Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs et auditrices. Bienvenue dans ce webinaire. Nous sommes le vendredi 9 novembre 2018 et ce matin, enfin depuis plutôt hier soir, nous avons le dollar qui rebondit après la Fed malgré le statu quo. Nous allons voir plus en détail ce qui s'est passé du côté du FOMC et on a un regain d'aversion pour le risque depuis hier. Alors pas depuis le FOMC, même un petit peu avant puisque les indices européens ont clôturé bien dans le rouge hier. Donc voilà, on a un regain d'aversion pour le risque. Première séance, on va dire d'aversion pour le risque cette semaine réellement, puisqu'on a eu quand même un assez beau rebond sur les marchés actions. Sans plus attendre, je vous invite à prendre connaissance de l'avertissement égal sur le risque. Le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité prend un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre prend un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors bonjour à vous Denis, j'espère que vous allez bien. Eliane, Raymond, que je salue également, Edgy et Barry de même. Bonjour à vous. Alors Barry, je me suis renseigné du côté des horaires que vous m'avez envoyé, le changement d'horaire. Eh bien écoutez, normalement rien ne va changer du côté de IG. De toute façon, chez IG, vous savez, vous pouvez trader le DAX sur le futur même la nuit. Donc voilà, il n'y aura pas de problème. Voilà, donc bonjour à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Bienvenue pour les nouveaux auditeurs ou auditrices. Tout de suite, un rapide briefing de l'actualité. Au niveau du FOMC, on a la Réserve fédérale qui a, comme prévu, opté pour le statu quo ce mois de novembre sur les taux d'intérêt et a évoqué la poursuite d'une croissance économique soutenue par la bonne santé du marché du travail et la vigueur de consommation des ménages. Toutefois, la Fed note un ralentissement de l'investissement. Il n'y a pas de risque, mais c'est à noter. Au niveau de la politique américaine, il y a Donald Trump qui rencontre quelques problèmes à court terme. Alors, il est accusé par les démocrates et il y a eu quelques manifestations à New York et Washington, mais c'est assez mineur. Donald Trump qui est accusé d'avoir bafoué deux principes fondamentaux de la démocratie américaine, l'indépendance de la justice et la liberté de la presse, après le limogeage de son ministre de la Justice, Jeff Sessions qui avait été nommé en 2017 et qui, dès le début de son mandat, avait entre guillemets soutenu l'enquête sur l'ingérence russe dans les élections de 2016. Et voilà, donc Donald Trump qui l'a limogé hier ou avant-hier, pardon. Et nous avons également eu le retrait d'accréditation de la Maison Blanche à un journaliste de CNN suite à une question, alors je me souviens plus exactement la question, une question qui dérangeait voilà, pendant la conférence, le discours de Donald Trump, pendant la conférence de presse pardon, de Donald Trump. Et voilà, donc quelques quelques difficultés. C'est à noter parce que vous savez qu'à partir de début de l'année prochaine, nous avons euh, le Congrès qui va changer. On a eu les élections cette semaine, on en a beaucoup entendu parler. Et donc, à partir de janvier prochain, nous aurons les démocrates qui seront de retour majoritairement à la Chambre des représentants. Et ce qui pourrait, voilà, toutes ces petites accusations et ces problèmes domestiques, on va dire propres aux États-Unis, c'est pas de la géopolitique, eh bien pourrait lui poser des soucis vu que à partir du début de l'année prochaine, nous avons les démocrates qui seront en grand contrôle finalement de la Chambre des représentants. Concernant l'Italie, nous avons la Commission européenne qui a estimé jeudi que le déficit de l'Italie atteindra 2,9% de son PIB en 2019, puis 3,1% en 2020, soit bien au-delà des prévisions de Rome à 2,4 et 2,1%. Au niveau du Brexit, nous avons le ministère britannique des Affaires étrangères, Jeremy Hunt, s'est dit jeudi optimiste quant à la conclusion d'un accord sur le Brexit, tout en jugeant improbable une percée rapide. Enfin, concernant la BCE, nous avons Mario Draghi a appelé jeudi les gouvernements de la zone euro à se désendetter afin de renforcer l'union monétaire face à d'éventuels chocs économiques comme le Brexit. Et pour terminer, la Chine, d'un point de vue macro, nous avons l'IPC qui est resté en octobre à son deuxième niveau le plus élevé de l'année à 2,5% sur un rythme annuel hors prix de l'alimentation, soutenu pardon, l'accélération des prix non alimentaires. L'objectif de la Chine, enfin la Chine prévoit une inflation inférieure à 3% cette année. Et par contre, concernant l'IPP, l'indice des prix de sortie d'usine est tombé à leur plus bas niveau en octobre depuis 7 mois, à 3,3% sur un an, dans le fond, en raison bien, de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Voilà, donc concrètement, les news d'hier, bien, ne sont pas vraiment très très bonnes. On le voit aux États-Unis, bon, il y a une situation, enfin, Donald Trump rencontre quelques problèmes
à très court terme. L'Italie, pareil. Et on a finalement, qu'est-ce que fait bouger le marché? Quels sont les catalyseurs qui font bouger le marché? On a l'Italie, le Brexit, la guerre commerciale. Au niveau de l'Italie, on a voilà la Commission européenne qui a revu, qui prévoit un déficit supérieur aux prévisions de Rome. Et au niveau du Brexit, on a le ministre britannique des Affaires étrangères qui est beaucoup plus prudent par rapport aux propos qu'on a entendus en début de semaine, propos qu'un accord était très très proche. Bon, ça on entend depuis quand même pas mal de temps, mais voilà, on a eu un propos du ministre britannique qui était assez prudent, alors que normalement c'est plutôt les Européens qui sont très prudents sur, enfin les officiels européens qui sont très prudents sur à propos du Brexit. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a finalement une petite aversion pour le risque depuis hier. En Asie, on a les marchés émergents qui baissent. Alors comme vous pouvez constater, j'ai changé ici. Avant, j'avais le Shanghai Composite, j'ai plutôt mis le MSCI Emerging Market. Donc MSCI marché émergent. Il faut savoir que dedans, il y a une majorité d'actions chinoises. Donc voilà, sauf qu'il y a en plus de cela un petit peu de marché émergent, d'autres pays du marché émergent. Donc c'est peut-être plus intéressant que le Shanghai. Au niveau des résumés des sciences américaines et asiatiques, nous avons le DXY qui a rebondi, comme je vous l'ai dit hier, suite à la Fed, le Dow Jones qui a progressé. Toutefois, nous avons le reste des indices américains qui ont reculé, dont les techs qui ont, voilà, qui, vous savez, sont les plus volatiles, soit les techs surperforment, soit les techs sous-performent. C'est rare que les techs et, enfin, la performance du Nasdaq est entre le S&P et entre le Dow Jones. C'est très très rare. Donc Nasdaq, c'est soit surperforme le S&P et le Dow Jones, soit il sous-performe. Puisque on pourrait croire que c'est un indice qui est diversifié, mais le Nasdaq 100, c'est un indice qui est concentré en valeur tech. Donc oui, il y a beaucoup plus de composantes que le Dow Jones. Le Dow Jones, il y a 30 composantes. Mais en même temps, dans le Dow Jones, il y a de tous les secteurs. Alors que le Nasdaq, dans le Nasdaq 100, bon, les secteurs, c'est majoritairement des techs. Après, oui, bien évidemment, dans différentes industries, dans le commerce, dans dans l'informatique, etc. Mais globalement, ça tourne autour de la tech. Donc, voilà, Nasdaq 100, c'est un indice technologique. Donc, il y a plusieurs composantes technologiques dedans, mais ça reste un indice qui est globalement, on va dire, il n'est pas diversifié. Il n'est pas diversifié sur les différents secteurs. Ce matin, nous avons le rendement du 10 ans qui perd un point de base depuis hier dans ce même webinaire. Le yen qui avance, le gold qui recule puisque le dollar augmente, le Nikkei et le MSCI Emerging Market qui sont dans le rouge. Donc, il faut plutôt s'attendre, je pense, à une baisse des marchés actions aujourd'hui, puisqu'on n'a pas de catalyseur qui viendrait renverser la tendance. Regardez au niveau du calendrier macroéconomique, nous aurons majoritairement des chiffres britanniques à 10h30, non seulement la balance commerciale, mais également la production industrielle et le PIB prévisionnel du Royaume-Uni. Donc vous voyez, on aura quand même pas mal de statistiques. PIB prévisionnel qui est attendu à 1,5%. Pour rappel, le FMI prévoit un taux de croissance de 1,4. Voilà, donc il y a peut-être beaucoup plus de chances de déception de ces chiffres britanniques plutôt que de surprises positives. Et enfin, le deuxième focus majeur, ce sera l'indice de confiance de Michigan, qui est très important puisque en théorie, dans l'économie, la confiance des consommateurs précède la consommation. Si on a une confiance des consommateurs, on a de la consommation. Qui dit consommation dit inflation. Voilà. Au niveau de la probabilité d'une hausse des taux pour le mois de décembre, elle est de 75,8%. C'est une hausse des taux de 25 points de base, comme vous pouvez le constater. Voilà, probabilité qui augmente, puisqu'il y a une semaine, cette probabilité était à, vous pouvez voir ici, 225, 250, était à 71,7. On est à 75,8. Voilà. Bon, par contre, par rapport à il y a un mois, vous voyez que cette probabilité est en légère baisse puisqu'on a 75,8 et il y a un mois, on était à 81. Alors, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. À votre avis, alors Barry qui nous dit, à votre avis, comment va finir l'histoire du budget italien? Existe-t-il un risque de clash avec les autorités européennes qui pourrait provoquer une baisse forte des indices avant la fin de l'année? Alors, moi, là, c'est un ressenti que je vais donner. Mais je ne peux pas voilà vous faire d'analyse, je peux pas appuyer mes propos avec des chiffres puisque voilà c'est un cas unique. Donc voilà, moi je vais vous dire mon ressenti.
Et c'est également le même pour le Brexit, c'est-à-dire que moi je pense qu'il y aura un accord. Voilà, il y aura un accord. Il y aura un accord. Il faut savoir que l'Italie reçoit beaucoup plus d'argent qu'elle en donne à l'Europe, donc le gouvernement italien a tout intérêt à rester dans l'UE et dans la monnaie unique, parce qu'on voit la volatilité qui se provoque lorsqu'il y a un risque de sortie de l'Union européenne. On l'a vu avec l'Italie Exit en décembre 2016. On le voit un petit peu maintenant. Regardez, il y a eu des risques. Au début, on n'était pas sûr. L'Italie avait peut-être un risque de sortie de la zone euro. Le spread, vous avez vu le spread BTP Pound, ce qu'il a fait. Donc voilà, concrètement, l'Italie a tout intérêt de rester dans l'UE et dans la zone euro. D'un point de vue financier, je parle d'un point de vue financier, d'un point de vue économique, ça apporte une stabilité énorme parce qu'il faut savoir que l'Italie, c'est quand même le troisième pays le plus endetté par rapport à son PIB dans le monde, parmi les grands pays. Hein. Voilà, on a le Japon, c'est plus de 200%, on a la Grèce et ensuite on a l'Italie. Donc imaginez l'Italie si elle n'était pas soutenue par derrière la zone euro et l'Union européenne, ça ne serait pas la même chose. Ça ne serait pas du tout le même rendement italien. Le rendement italien serait probablement pas au taux actuel, il serait probablement au double. Vous voyez. Pour rappel, lorsqu'on a eu la crise grecque, le 10 ans grec est arrivé, il me semble, à 20%, alors que la Grèce est dans la zone euro. Mais pourquoi il est arrivé à 20%? Parce qu'on a eu, les investisseurs ont eu des incertitudes. Souvenez-vous que la Grèce sorte de l'Union européenne parce que la monnaie unique n'était entre guillemets pas adaptée, était surévaluée enfin n'était pas adaptée à la Grèce. Il y avait même eu des idées de créer deux versions d'euro, une version pour les pays les plus développés et une version de l'euro un peu plus faible pour justement ces pays qui sont pas en voie de développement, mais vous voyez, qui ont une économie fragile et qui ont besoin d'une devise beaucoup plus faible. Voilà. Donc, tant que l'Italie reste dans l'UE et dans la zone euro, il n'y a pas de risque de défaut de paiement. Il n'y a pas de risque de défaut de paiement de l'Italie. Enfin, il y a toujours un risque, mais il est extrêmement minime. Rappelez-vous, hein, moi je prends en exemple le cas de la Grèce, où on avait des incertitudes, alors que on sait que derrière il y a la Banque centrale européenne, il y a plusieurs mécanismes européens qui font que un pays de la zone de l'Union européenne et de la zone euro a très peu de chances de faire défaut. Donc voilà, d'un point de vue économique et financier, l'Italie a tout intérêt, moi, à rester et à rester dans les clous de Bruxelles. Et c'est ce que je pense que l'Italie va faire, pardon. Et pour le Brexit, je pense qu'il y aura un accord. Voilà, il y aura un accord qui sera arraché. Maintenant, ça peut être cette semaine, enfin ça peut être la semaine prochaine, ça peut être dans un mois, ça peut être dans 3 mois. Mais voilà, je ne vois pas un hard Brexit, honnêtement, parce que moi, comme je vous l'ai expliqué, il y a tout, enfin l'Union européenne et le Royaume-Uni ont tout à perdre à avoir un Brexit, parce que oui, le Royaume-Uni aurait beaucoup plus à perdre, mais faut savoir que l'Union européenne quand même est nette exportatrice vers le Royaume-Uni. Donc d'un point de vue du commerce, dans ce contexte où on a les États-Unis qui optent pour le protectionnisme, l'Union européenne a tout intérêt à maintenir des relations commerciales très 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 serrées, très proches avec ses partenaires. Et donc c'est pour ça que je pense qu'il y aura un accord sur le Brexit et qu'il y aura un accord sur le budget italien. Ça, c'est un petit pain. Ce qu'on a là, c'est de la, pour moi, hein, voilà, encore une fois, c'est mon avis hein, personnel. Pour moi, c'est la politique et voilà, ça fait des mouvements sur les marchés. Mais bon, on le voit, on a eu un référendum sur l'Italie, finalement, on a eu un bull market. On a eu l'élection de Donald Trump, finalement, on a eu un bull market. On a eu le Brexit, finalement, il y a eu un bull market. Voilà. Je pense que moi, si je me base sur ce qui s'est passé auparavant, je n'ai pas de raison d'être, on va dire, inquiet de la situation en Italie ou la situation du Brexit. Donc, pour répondre précisément à votre question, Barry, existe-t-il un risque de clash avec les autorités européennes qui pourrait provoquer une baisse forte des indices avant la fin de l'année? Un clash, oui. Une baisse forte, tout va dépendre du clash en lui-même. Mais oui, il y a toujours un risque, j'ai envie de dire. Il y a toujours un risque. Il y a toujours un risque. Maintenant, je pense que si on doit mettre des chiffres, des probabilités, je pense que ce scénario-là
n'est pas le plus probable. Le plus probable pour moi, c'est qu'il y ait un accord qui soit trouvé. Pour moi, ça me semble pas évident, mais presque. Vous voyez. En tout cas, c'est le scénario qui me semble le plus probable d'arriver, c'est qu'on ait un accord d'ici la fin de l'année sur le budget italien. Le scénario qu'on a un clash et qu'on n'a pas d'accord, il existe, bien évidemment. Il y a une probabilité qui existe, mais pour moi, il est minoritaire. Philippe qui nous dit bonjour, on a une nouvelle alerte de Christine Lagarde ce matin sur la politique européenne. Oui, alors on en a beaucoup, hein. Enfin il y en a beaucoup, il y en a régulièrement. J'ai envie de dire dès qu'il y a une petite crise, une mini crise. Bon, celle-ci, c'est pas une mini, on va dire que c'est une moyenne, voilà. Dès qu'on a une petite crise, eh bien on a un certain rappel hein, du FMI. Est-il possible de voir la vidéo en replay et accessible par quel lien? Oui, Frédéric, c'est accessible via la chaîne YouTube de DailyFX. Vous êtes sur YouTube, vous écrivez DailyFX France et vous avez le replay de tous les webinaires. Vous qui êtes à Londres, comment les Français là-bas le vivent ce Brexit? Eh bien, pour le moment, écoutez, il n'y a pas réellement d'inquiétude au sens propre, c'est-à-dire que il y a la curiosité, comment ça va se passer, comment ça va se terminer, mais il n'y a pas d'inquiétude. Il n'y a pas d'inquiétude, il n'y a pas d'inquiétude sur le fait que les Français ou les Européens vont être expulsés du Royaume-Uni. Vous voyez, il n'y a pas ces genres d'inquiétudes. Maintenant, voilà, tout le monde, forcément, moi compris, on est très curieux de savoir quel va être le dénouement finalement. Comment ça va se terminer cette histoire. Mais il n'y a pas d'inquiétude réelle, on va dire. Dans la fiction, qu'est-ce qui se passerait sur les indices si Trump décède? Alors ça, honnêtement, je ne pourrais pas vous dire, hein, Philippe. Hein. Ça, je ne pourrais pas vous dire. Je pose cette question parce que c'est une personne atypique et qu'il est très âgé. Même si l'on remplace, on aurait du mal à trouver quelqu'un d'aussi imprévisible pour appliquer la même politique ou alors, attendez, c'est coupé le message. Ou se remplace car il est dans son. Alors, pour appliquer la même politique, ou c'est plus dans la continuation si on le remplace car il est dans son rôle. Alors déjà, il y a un vice-président hein, qui est Mike Pence. C'est le vice-président. Voilà. Donc, si, imaginons, Donald Trump décède, ce serait Mike Pence qui prendrait le rôle de président. Voilà. Et qu'est-ce qui se passerait sur les indices? Honnêtement, voilà, je vous dirais baissier. Je vous dirais que ça devrait baisser. Ça va pas être un catalyseur bullish. Maintenant, voilà, tout peut arriver. Bon, on va passer au vif du sujet avec les marchés. On va passer au vif du sujet avec les marchés. Au niveau des indices, bon bah c'est dans le rouge comme je vous l'ai dit. Eurostock, vous voyez les futurs, même futurs américains, pour le moment c'est dans le rouge, donc on a plutôt un climat d'aversion pour risque ce matin, rien d'inquiétant. Mais vous voyez qu'on a un gap baissier. On a un gap baissier. Là c'est une span B, 3188, ça sera le niveau de support à surveiller. Voilà. Donc Eurostock 50, on vient chercher les 3150 comme je vous l'ai dit. 3187. 3187 qui correspond également avec cette moyenne mobile, vous voyez 3190. 3190 c'est le support à court terme sur l'Eurostoxx 50. Le CAC 40, on a cette oblique qui alors il y a un des auditeurs qui avait montré cette épaule tête épaule inversée, je me souviens plus du nom, mais voilà, c'était en début de semaine, épaule tête épaule inversée, la ligne de coup. On ne peut parler d'épaule tête épaule que lorsque on a la validation via la cassure de la ligne de coup. Donc pour le moment, on ne peut pas dire que c'est une épaule tête épaule. On pourra dire que c'est une épaule tête épaule qu'une fois que le cours dépassera cette ligne de coup. Et si on dépasse au-dessus, eh bien l'objectif, ça sera la hauteur de la tête qu'il faudra reporter au niveau du breakout. Et donc, vous voyez, si le breakout se fait vers ce niveau de prix, ça donnera un objectif à peu près à 5400, entre 5400 et 5500 points. Ce qui coïncide avec mon scénario haussier de fin d'année. Personnellement, je suis haussier pour cette fin d'année. On a eu un mois d'octobre extrêmement négatif, ce qui arrive rarement. Et bon, ces 2 prochains mois, personnellement, je suis bullish. Je pense que les risques sur le Brexit, sur la guerre commerciale, sur l'Italie ont été quand même beaucoup intégrés dans les prix. Et donc, du coup, ces risques ne sont plus
plus vraiment des risques. À part si on n'a pas d'accord sur le Brexit d'ici la fin de l'année, si on n'a pas d'accord sur le budget italien, là dans ce cas-là, on aurait davantage de baisse. Mais encore une fois, en termes de probabilité sur ces scénarios, je pense que on a encore un peu moins de 2 mois, 1 mois et demi, pour que la Commission européenne et l'Italie trouvent un accord sur le budget et pour que le Brexit, pour qu'il y ait un accord sur le Brexit. Donc voilà, on a encore un petit peu de temps. Et pour moi, c'est les scénarios les plus probables. C'est que d'ici la fin de l'année, on ait soit un accord sur le Brexit, soit un accord sur le budget italien. Pas obligé les deux, mais au moins l'un des deux, ça me semble le scénario le plus probable. Voilà. Donc de ce fait, ce serait un catalyseur haussier pour les marchés actions et baissier pour le dollar, parce que vous savez que le dollar depuis quelques mois n'est pas alimenté par la hausse des taux de la Fed, mais enfin pas vraiment, mais il est plutôt alimenté par les incertitudes en Europe et en Chine. Si vous regardez un petit peu, je vous invite à lire mon article que j'ai rédigé hier. C'est une étude, hein. C'est plus qu'un article, c'est une étude. Quelle tendance du dollar pour la fin de l'année 2018? Et je vous fais voir que, bon voilà, là on a eu des hausses des taux, donc vous voyez que 2014, 0 hausse des taux, le DXY, boule. 2015, une hausse des taux, si on doit faire par rapport au départ à l'arrivée, c'est bullish, même si on a eu pas mal de fluctuations. 2016, une hausse des taux, allez, légèrement boule. 2017, 3 hausses des taux, c'est BR, moins 10%. Et là, on a 4 hausses des taux, c'est haussier. Donc vous voyez que c'est pas le nombre des hausses des taux qui vient justifier une hausse ou une baisse du dollar. Par contre là, on a l'écart entre le BTP et le Bund à 10 ans et le DXY. Et là, on voit, ça saute aux yeux, on a une corrélation qui est positive. Donc, on a des incertitudes en Italie. Les capitaux sortent de l'Europe. Ils ne vont forcément pas aller dans les marchés émergents, parce que les marchés émergents, c'est des actifs considérés comme risqués. Et donc, qu'est-ce qu'achètent, enfin, sur quel actif reviennent les investisseurs pour se protéger des risques? On a le dollar, on a le yen et le franc. Mais surtout, le dollar. Donc le dollar, c'est boule. Donc voilà, on a des incertitudes qui nourrissent avant tout le dollar. C'est pas la hausse des taux de la Fed. Alors bien évidemment, la hausse des taux de la Fed a un impact positif, mais c'est pas ça qui vient justifier la hausse du dollar, puisque, comme vous pouvez le constater ici, 2007, 3 hausses des taux, et pourtant, on a une baisse de 10% du dollar. Donc voilà, c'est clairement la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, le budget italien et dans le fond, les incertitudes autour du Brexit qui, voilà, eh bien, si on doit peindre un tableau, peindre une carte, eh bien en Europe, on a un contexte un petit peu incertain. Vous voyez, c'est un petit peu trouble entre le Brexit et le budget italien. En Asie, bon, le moteur c'est la Chine, c'est même le moteur de l'économie mondiale avec les États-Unis. Mais bon, en Asie c'est clairement la Chine. Et la Chine, on est dans un contexte de ralentissement de l'économie. Donc, à part si on a une accélération de l'économie chinoise ou un accord sur le budget ou sur le Brexit, eh bien, je vois pas comment le dollar peut baisser. Donc, tant qu'on n'a pas d'accord, le dollar est haussier. Maintenant, dès qu'on aura l'un de ces trois facteurs dont les perspectives seront beaucoup plus optimistes, eh bien, on aurait normalement, enfin en tout cas c'est mon scénario, une baisse du dollar. Donc, en attendant, techniquement, c'est boule. Ouais, tant qu'on reste ce DXY, alors sur mon article, tant qu'on reste au-dessus, tant que la Chikou reste au-dessus du nuage, c'est haussier. Vous voyez, la Chikou ici a joué son rôle de filtre, c'est-à-dire qu'ici on avait eu le prix qui était passé sous le nuage, mais la Chikou était toujours dedans, et donc on n'avait pas la confirmation du renversement de la tendance. C'est lorsque la Chikou traverse également le nuage qu'on a la tendance qui est validée. Donc je vous envoie mon article, je vous invite à le lire, c'est vraiment une étude, je vous explique. Donc j'explique mon opinion tout simplement. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le lire. Donc dollar, je suis boule pour le moment. Maintenant, je pense que ces risques, ralentissement de l'économie chinoise, Brexit et Italie ont été quand même pas mal intégrés dans les prix. Mais bon, dollar, ça reste boule. Avant tout, on trade l'analyse technique. Vous voyez d'ailleurs, on est dans ce canal. Et on a eu le rebond. On a eu le fameux rebond. Donc là, on vient chercher les récents sommets. On vient chercher les récents sommets vers les 97 à peu près sur le DXY. Et donc, l'euro-dollar, voilà, c'est retour, j'ai envie de dire, au plus bas, à 1,13. On ressort par le bas, on re-rentre dans le canal baissier, c'est baissier. Voilà, l'euro baissier jusqu'à 1,13, jusqu'au plus bas, au récent plus bas. Et le GBP USD, eh bien, voilà, on vient
rechercher un retracement de 50%, c'est-à-dire un retour vers 1,2935 à court terme, je parle bien. Alors pardon, je me suis un peu éloigné, j'étais sur les indices, je suis passé sur le Forex sans faire le DAX. Donc le DAX, rapidement, vous voyez, retour de la version Polo Risk ce matin. Rien d'inquiétant, hein, mais voilà, retour de la version Polo Risk. Du coup, on a un gap baissier également. On a un gap baissier, on a ce grand gap qui, on va dire, est un support important. Vous voyez ici. C'est une large fenêtre. Ça, c'est le support à court terme. Et vous voyez qu'on est dedans. Donc si on passe dans ce gap, le bas du gap, ce sera le support. Donc 11 000, 11 300, c'est le prochain support majeur pour le DAX. Maintenant, vous savez que le baromètre des marchés financiers dans le monde, c'est le S&P. Le S&P, c'est le maître. Tant que le S&P sera boule, on aura des marchés qui seront soutenus. En tout cas, c'est compliqué de comment dire, de payer les indices européens si on a le S&P qui est baissier. Donc, tant que le S&P est haussier, on peut encore justifier des stratégies acheteuses sur les indices européens. Et au contraire, si par exemple on a une divergence entre le S&P et les indices européens, si par exemple le S&P progresse mais que en Europe ça baisse, autant acheter les pullbacks sur l'Europe, puisqu'on sait que finalement on a une hausse sur les marchés actions. Donc voilà, tant que le S&P est haussier, il n'y a pas de raison d'être inquiet sur l'Europe. Maintenant, comme je vous l'ai dit depuis le début de la semaine, les V-bottom sur les marchés actions, ça existe que très rarement. Donc, la vitesse pour remonter au sommet historique ne sera pas la même que la vitesse dont nous les avons quittés. On a baissé ce S&P de 10%, je pense, il me semble, oui, c'est ça, 10%, hein, en l'espace d'un mois à peu près. On va pas revenir au sommet en un mois. On va prendre 2, 3 mois, à peu près, je pense. Voilà, donc faut pas s'attendre au V-bottom. Les V-bottom sur les marchés actions, ce n'est pas très fréquent. Donc c'est normal qu'il y ait entre guillemets un petit peu de difficultés sur S&P. Regardez un petit peu lors du flash crash en journalier. Ouais, là on est en journalier, ça ressemble quand même, c'est assez, la pente est extrêmement importante. Regardez lors du flash crash, on avait une baisse de 10% également. On avait un rebond important, mais ensuite, vous voyez, on avait eu la nouvelle correction et le nouveau bull market. Mais ça se fait pas, c'est pas le forex. On peut voir des V-bottom, mais sur les indices, c'est beaucoup plus rare. Vous voyez, il y a beaucoup plus entre guillemets de galères pour que les indices progressent. Vous voyez, on a une pente qui s'aplatit de plus en plus. Donc on a un momentum qui ralentit. Voilà, donc là c'est à peu près la même chose qu'il faut s'attendre. Et à titre de comparaison, regardez là entre le S&P, entre le point haut et le point bas du flash crash, on avait eu, vous voyez, un retournement entre le seuil de 61,8 et 78,6% de retracement. Si on fait la même chose ici, point haut, point bas, on a déjà retracé 50. Là, on est en train de tester 61,8. Et donc, voilà, on est dans une phase où, eh bien, il y a en février, on avait le renversement, enfin, une nouvelle correction avant de reprendre le bull market. Donc là, on est dans un niveau de prix où, voilà, faut faire attention. Faut faire attention, et je pense que la probabilité d'un pullback du S&P, je dis pas d'un nouveau plus bas, vous voyez, mais la probabilité d'un repli de peut-être de 100 points par exemple, d'une centaine de points sur la S&P 500 elle n'est pas à exclure. C'est même probable. Alors où en est le VIX? Le VIX, eh bien, il rebondit, hein. Forcément, si on a les marchés américains qui baissent, on a le VIX qui rebondit légèrement. Vous voyez ce matin, hier, on a une légère hausse du VIX. Mais bon, c'est pas non plus énorme. On n'a pas un gap haussier. Vous voyez, on n'a pas une envolée du VIX. Donc voilà. Voilà. Pour les marchés actions à très court terme en intraday, c'est plutôt baissier. Maintenant, en swing trading, je m'attends à une petite correction parce que comme je vous le dis, le V-bottom, ça n'existe pas. Là, on est sous résistance. Vous voyez le S&P sous ce sommet. On est également sous le seuil de retracement de 61,8. Donc, ça fait quand même deux arguments en faveur d'une prise de bénéfice.
Donc pourquoi pas s'attendre à une baisse de 50 voire 100 points du S&P 500 et donc des marchés européens également avant une nouvelle hausse. Donc en swing trading baissier, quand je parle de swing, c'est quelques séances. Par contre, à moyen terme, pour ces prochaines semaines et prochains mois, je suis concrètement haussier. Donc pour ceux qui se posent la question, est-ce qu'il faut acheter les marchés actions maintenant? La réponse c'est non. Pour ceux qui veulent optimiser leur point d'entrée, on peut attendre voilà, une baisse finalement de cette hausse, une correction, disons de 38, vous voyez, voire 50. Vous voyez, 2735, voire 2710. 2735, 2710. Ça me semble possible. Ouais, donc bien évidemment cette analyse est possible de faire la même sur le CAC. C'est-à-dire que le CAC, là on peut s'attendre, vous voyez, on utilise les retracements de Fibonacci, on va se mettre en horaire pour avoir une vision un peu plus large, même en 15 minutes, tiens. Voilà, nous sommes en 15 minutes. Seuil de Fibonacci, retracement de 38, vous voyez, c'est ce support, un double support, vous voyez, rebond, rebond. Donc là, CAC, c'est direction 5064. Si on passe en dessous de 5064, on ira très probablement chercher ce seuil de 50% à 5032, qui est le top, vous voyez, du lundi 29 octobre. Et également le top, vous voyez, du 25. Donc voilà, et cette zone de 38 à 50, c'est une zone de prix qui me semble intéressante pour passer à l'achat sur le CAC 40 et à court terme reviser les sommets, les récents sommets, vers les 5168, puis les 5200. Et voilà, et ça c'est pareil pour le DAX, on peut faire la même chose sur l'Eurostoxx également, et même sur le FTSE. Au niveau de l'euro-dollar, donc en intraday je suis baissier, ça va beaucoup dépendre de l'indice de confiance de Michigan publié à 16h tout à l'heure, mais voilà, concrètement, c'est direction 1,13 à court terme puisque le DXY est acheté, le dollar est acheté. Le JBP s'est baissé jusqu'à 1,2992 à court terme, puis 1,2935. On regarde au niveau des paires croisées, donc le yen surperforme ce matin puisqu'on a de la version pour risque. Le JBP, le CAD, l'euro qui sous-performe, le CAD qui est toujours affecté par la baisse des cours de pétrole. Regardons un petit peu ce que font les cours de pétrole. Le Brent qui revient à 70$. Donc on a un retour du Brent à 70. Est-ce que nous avons le signal haussier, pardon? Pour le moment non, puisque on le voit très clairement, le prix, les chandeliers journaliers sont clairement en dessous de des bandes de Keltner, donc c'est un signal baissier qui suggère davantage de baisse. En 4 heures, c'est pareil, on n'a pas de sortie par le haut. Oui, on a une divergence qui est en train de se creuser, qui est en train de se former depuis le début de la semaine, mais on n'a toujours pas de rebond du prix. Et tant qu'on n'a pas de rebond du prix, on n'a pas de quoi payer les cours, le Brent. Comme je vous l'ai dit depuis le début de la semaine, comme je vous le dis, pardon, si et seulement nous avons une sortie par le haut de ce canal, nous pourrions envisager un achat sur le Brent. Mais tant qu'on est dans ce canal baissier, tant que le prix est sous cet oblique en noir, il n'y a pas de raison de passer à l'achat. Alors, on parle souvent de rallye de fin d'année. S'il démarre, ça serait vers quelle date et quel indice US européen serait le plus intéressant à trader dans une partie de swing trading pour faire un maximum de points? Alors, normalement, le bull market du fin d'année commence fin septembre, début octobre. Sauf que ce mois d'octobre a été extrêmement négatif. Mais le mois où il y a le plus de probabilité de gain sur les marchés actions depuis 40 ans, c'est d'acheter début octobre. C'est le mois où le gain est le plus probable. Maintenant, il n'y a jamais 100% de probabilité de gain. Maintenant, ce qui serait intéressant de faire, c'est il faudrait que je fasse une étude sur la probabilité de rebond en novembre-décembre lorsqu'on a un mois d'octobre baissier. Ça pourrait être extrêmement intéressant. Je vais essayer de la faire aujourd'hui et dès que je l'aurai, dès que je la ferai, si j'ai le temps de le faire aujourd'hui, eh bien je vous présenterai cette étude lundi dans mon prochain webinaire. Voilà, donc ça peut être extrêmement intéressant. Mais bon, concrètement, le meilleur mois statistiquement sur du long terme en tant qu'investisseur, là on va se positionner en tant qu'investisseur pour investir sur les marchés actions, c'est début octobre, fin septembre, début octobre. Donc là, vous me demandez quelle date serait, quelle est la meilleure date finalement là pour démarrer un bull market. Eh bien, il y a 2 mois, je vous aurais dit que c'était en début octobre. Sauf que bon, si vous aviez acheté début octobre, le S&P, eh bien, il avait fait son point haut,
Il avait même fait son point haut un petit peu avant et il était en train de baisser. Donc pour le coup, cette année, c'était une mauvaise stratégie d'acheter en début octobre. Et si on a un bull market, quel indice serait le plus intéressant? Alors pour moi, c'est les Américains. Voilà, c'est pas que je ne suis pas patriote, mais on va dire que les États-Unis, les indices américains, vous les regardez, c'est haussier quoi. Il y a, c'est haussier. Il y a rien à dire. Donc le plus entre guillemets sûr, même s'il n'y a rien de sûr dans les marchés financiers, ça serait les indices américains. Voilà. Donc voilà. Il faut un stop très très large. Alors, quel actif vous voulez parler? Un stop très très large. Alors, si c'est pour les marchés actions, vous me parlez, non, pas forcément. Non, non. Acheter l'euro quand il sera à 1,12 par exemple. Alors, je ne sais pas s'il faudra acheter à 1,12, à 1,10 ou à 1,13. Faudra surveiller les signaux techniques. Tant que l'euro-dollar sera baissier, eh bien, faudra pas acheter, même s'il est à 1,12. C'est seulement, et si seulement nous avons des signaux haussiers, qu'on peut acheter l'euro. Et là, pour un moment journalier, qu'est-ce qu'on a? On a eu un test de la moyenne mobile à 20 jours qui est en bleu devant vous. C'est 50, pardon, 20 ou 50? 50? Non, non, c'est 20. Excusez-moi. C'est 20 puisque c'est la bande du milieu de Bollinger. Donc on a eu un test de la moyenne mobile à 20 jours et finalement on a pas eu la clôture. Donc momentum baissier. Momentum baissier, voilà, on est en baisse. Dans la bande de Keltner, on est plutôt vers la bande inférieure que la bande supérieure. Dans les bandes de Bollinger, on est plus proche de la bande inférieure que de la bande supérieure. On est en dessous du nuage. La Chico également. On est en dessous de la moyenne mobile à 200 séances. Donc, pourquoi pas spéculer sur un rebond, mais c'est très risqué dans ce contexte, un, fondamental, avec le budget italien, et deux, dans ce contexte technique, dont les indicateurs nous indiquent une baisse. Donc voilà, si on a un retour au-dessus de 1,15, pourquoi pas se poser la question d'acheter l'euro. Si on a le cours qui clôture au-dessus de la bande de Keltner, comme ce fut le cas, vous voyez, à ce moment-là, le 21 août, pourquoi pas également, parce qu'on aurait un signal bullish. Mais pour un moment en journalier, pour se positionner sur du moyen long terme, je vois pas le signal qui nous permet de payer actuellement l'euro. Et si le cours revient à 1,12, peut-être qu'il viendra à 1,12, mais si on a une configuration qui est toujours baissière, on peut être à 1,12, on peut être à 1,10, on peut être à 1,08. Tant que la configuration sera baissière, je n'irai pas acheter l'euro, vous voyez, parce que ça suggérera davantage de baisse. C'est comme le pétrole, le Brent, il est à 70 dollars. Bon, 70 dollars, c'est un support important, mais qui nous dit qu'on va pas aller chercher 65? Voilà, tant qu'on n'a pas de signaux convaincants haussiers, le Brent peut être à 70, à 65, à 50 dollars. Il n'y a pas de signaux, il n'y a pas de stratégie. Bonjour, tu peux regarder USDK dans Daily, je vois la sortie d'un genre de biseau ou canal baissier, je ne sais pas quoi penser. Alors, USDCAD, en Daily, je vois la sortie d'un genre de biseau. Alors, le biseau... Ah, alors le biseau bearish, hein, je suppose. Celui-ci. Alors, si c'est celui-ci, oui, c'est un biseau. Dites-moi hein, si c'est celui-ci. Oui, c'est un biseau, mais pour le moment, on n'a pas de sortie. Donc, tant qu'on n'a pas de sortie, il n'y a pas de raison d'anticiper un retournement. Moi, ce que je constate plutôt sur le S4 pour le moment, c'est qu'on a, eh bien, voilà, une épaule tête épaule inversée. Il faut savoir que on a Bulkowski. Je vous invite, si vous parlez un peu anglais, vous allez sur le site Bulkowski, faites un tour. C'est assez intéressant. Alors, je ne sais jamais. Voilà, Bulkowski. Bulkowski, c'est quelqu'un qui a passé de longues années à analyser, à essayer de mettre des chiffres, des probabilités sur les patterns, sur les configurations techniques. Par exemple, quelle est la probabilité d'avoir un gain lorsqu'on a une épaule tête épaule qui est validée, voyez, ou une épaule tête épaule inversée, ou lorsqu'on a une épaule tête épaule puis le pullback, voyez. Il a essayé de mettre des chiffres, des probabilités sur toutes ces patterns qui sont répertoriés ici. Et par exemple, donc, c'est en anglais, mais honnêtement, c'est pas très compliqué à comprendre. Vous voyez, Head and Shoulders Bottom. Donc nous, là, sur le S4, c'est Head and Shoulders Bottom. Et là, il vous dit,
Donc c'est reliable, c'est vous pouvez passer. J'ai pas le mot en tête. Reliable, c'est comment dire? J'ai perdu le mot. C'est une bonne voilà, une bonne pattern. Reliable, c'est une pattern dont vous pouvez avoir confiance. J'ai plus le mot précis en tête. Low failure rate, donc ça veut dire un faible taux d'échec et une bonne moyenne de hausse après l'épaule tête épaule. La performance s'améliore si la configuration apparaît dans un tiers, dans la borne basse, dans le tiers bas, entre plus haut et plus bas de 1 an. Voilà. Donc vous voyez, imaginez le plus haut, plus bas d'un an, vous avez un range. Si cette pattern se fait dans les 33% des prix les plus bas de ce range, il y a plus de chances de réussite. Vous voyez, break-even failure rate, throwback, donc ça c'est un pullback mais en arrière, enfin en baisse. Le pullback, normalement, c'est vous avez une cassure à la baisse, vous avez un rebond, ça c'est un pullback. Et lorsque vous avez une cassure à la hausse, puis une baisse, c'est un throwback. Donc là, le pourcentage de throwback, c'est 45%. Donc c'est quand même assez élevé. Voilà, et vous voyez, overall performance rank, donc ça c'est la performance globale, enfin générale, comparée à toutes les autres patterns. Donc 1, c'est la meilleure. Donc sur 23 patterns, c'est la 7e meilleure, la 7e la plus fiable. Voilà, et donc là vous avez tous les détails, vous voyez, de son étude qui a duré plusieurs dizaines d'années. Donc ça peut être très intéressant. Si vous parlez un petit peu anglais, mais bon, encore une fois, il n'y a pas besoin d'être un expert. Voilà, reliable, c'est fiable. Voilà, j'avais plus le mot en tête, merci. Donc voilà, si vous parlez un minimum anglais, faites un tour sur ce site, c'est très intéressant. Mais bon, après, vous voyez, c'est toujours des pourcentages. C'est bien parce qu'au moins il met des pourcentages et il montre qu'il n'y a jamais 100% de chance qu'une épaule tête épaule aboutisse à une baisse de X%. Vous voyez, c'est toujours des probabilités. C'est pour ça que finalement, la gestion du risque est indispensable pour gagner, parce que vous pouvez avoir le meilleur point d'entrée si vous ne savez pas prendre vos gains, si vous ne savez pas prendre vos pertes, si vous ne savez pas encaisser vos pertes avant que vous perdiez 50% de votre capital, eh bien, vous pouvez avoir le meilleur point d'entrée, vous ne gagnerez pas sur les marchés. C'est pour ça que la psychologie finalement est le plus important. Et donc bref, on a une épaule tête épaule. Vous voyez, épaule, tête, épaule. Bon, sur un an glissant, on n'est pas dans le tiers bas. Vous voyez là, si on prend un range, on n'est pas dans le tiers hein, vers le bas. Donc le tiers, vous voyez, si on prend le range, hop, ça c'est plus bas, c'est plus haut de l'année. Le tiers, donc c'est 60 et quelques. Vous voyez, l'épaule tête épaule inversée ne se fait pas entre 61,8 et 0. Donc on n'a pas autant de chances de réussite que si c'était dans cette zone. Mais bon, ça reste quand même une pattern assez intéressante. Vous voyez, 7 sur 23. Donc voilà. Et en plus ça, on est dans un canal haussier. Donc moi personnellement, tant qu'on est dans ce canal haussier, je vois pas pourquoi j'irais prétendre d'une baisse. L'invalidation aurait lieu en cas de sortie par le bas de ce canal. Si on sort par le bas de ce canal, on pourra, pourquoi pas, s'attendre, prétendre plutôt d'une baisse de l'USD CAD. Mais pour le moment, les cours de pétrole sont baissiers, ce qui fait pression sur le CAD. Le dollar US rebondit depuis hier. Hop, on a le rebond de l'USD. Et l'objectif théorique, c'est la hauteur de cette tête qu'on étend depuis la ligne de coup. Et ça fait un objectif théorique au plus haut de l'année, à 1,33, 82. Vous voyez, au pips près. Hein. Voilà, donc USD CAD, on a un biseau, mais on a avant tout l'épaule tête épaule. Et donc, moi, cette épaule tête épaule inversée est beaucoup plus fiable qu'un biseau si vous regardez l'étude de Bulkowski. Alors, beaucoup de questions, ça fait plaisir. C'est très, très interactif. J'aime bien lorsque voilà, il y a de l'engagement. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions. Je suis là pour y répondre. Mon avis sur le gold, alors je vais y venir. Quand est-ce qu'un gap est
nouveau surtout. Alors, un gap, quand est-ce qu'il est nouveau? Ben, un gap, ça peut arriver n'importe quand, hein. Ça peut arriver en, dans une séance. Bon, quand ça arrive dans une séance, c'est généralement parce qu'il y a peu de liquidité à un certain moment. C'est généralement causé à cause d'une news, d'une annonce. Donc il y a énormément de volatilité, il n'y a pas de liquidité, donc ça fait un gap. Mais sinon, ça arrive overnight, donc pendant la nuit sur les marchés actions, parce que vous savez que les actions sont cotées sur une bourse, sont cotées à la bourse d'Amsterdam ou la bourse de Paris ou la bourse de New York, ou voilà. Donc c'est pas coté comme le Forex 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le Forex, ça arrive que le week-end, puisque voilà, le Forex, concrètement, il cote le week-end, mais c'est pas proposé chez les brokers, parce que il y a peu de liquidité dans ces moments-là et voilà tout simplement. Donc il y a des gaps over week-end, mais il n'y a pas vraiment de gap overnight. C'est assez rare. Encore une fois, ça peut arriver, mais c'est généralement lorsqu'on a une news, il y a un problème de liquidité. Donc un gap, ça peut arriver n'importe quand finalement. Un point sur l'USD Yen. Ah oui, l'USD Yen. Donc c'est aussi l'USD Yen, hein. Voilà, on a une petite baisse, mais encore une fois, techniquement, tant qu'on est dans ce canal haussier, eh bien, il n'y a pas de quoi, on va dire, s'attendre à une correction de la tendance. Et en 4 heures, vous voyez que bon, là par contre, alors 200 unités, voilà. On sort par le haut de cette oblique. Ça peut être un signe d'excès de la tendance du momentum. D'ailleurs, vous voyez qu'on a un repli, on avait une divergence, on a un repli. Donc là, il faut peut-être s'attendre à une petite correction de l'USD Yen à court terme, un retour peut-être, vous voyez, en bas du canal, donc vers 113 finalement, vers 113. Avant un retour au plus haut de l'année qui est autour des 114,50. Donc l'USD Yen, je suis bull. Maintenant, à très court terme en intraday, je pense qu'il y a une probabilité de baisse plus importante puisqu'on a de la version pour le risque et on voit ce matin le yen surperforme le dollar. Donc voilà, le yen devrait faire pression sur l'USD, sur les paires en yen et un retour donc vers 113 me semble possible. Me semble possible en intraday. D'ailleurs, le yen se paye en intraday, hein. Voilà, ça se paye en intraday face au GBP, face au CAD ou face à l'euro. Voilà, moi voilà, je suis haussier yen en intraday. Je le répète, en intraday. Donc euro-yen, là concrètement, on vient chercher des retracements de Fibonacci. Vous voyez, 38%, c'est 128,75. On ira peut-être chercher le S3 du jour. Vous voyez, le S3 du jour, c'est rarement atteint. Les S3 du jour, le S3 de la semaine, voilà. S3 d'une certaine période, des points pivots, c'est rarement atteint. Donc ça vous permet finalement d'avoir des objectifs en termes de oui, plutôt cohérent finalement, pas trop non plus ambitieux. Alors c'est bien d'avoir des objectifs larges, mais au moins avec les points pivots, vous pouvez avoir une certaine idée de ce que vous pouvez attendre finalement. Parce que encore une fois, le S3 ou le R3, c'est pas souvent atteint. Ce n'est pas souvent atteint. Ça arrive en journalier peut-être une fois par an sur chaque actif, une fois par mois, pardon, sur chaque actif. Et il y a 20 séances dans un mois, plus de 20 séances, entre 20 et 22. Donc voilà, ça vous donne un ordre d'idée. Le S3 ou le R3 est rarement atteint. Donc si vous avez un objectif baissier en intraday, sachez que le S3, ça peut être votre objectif 100%. C'est-à-dire que au S3, vous allez vous dire, je prends tous mes bénéfices. Je peux en prendre avant, mais au S3, je sais que la probabilité de poursuite de la baisse est extrêmement infime, et donc autant prendre ses gains au moment du retour au S3. Donc là, l'euro-yen, il est en train de bien baisser. Le S3 sera l'objectif baissier 100% intraday. Pareil pour le GBP Yen, pareil pour le CAD Yen. GBP Yen, S3, on peut aller le chercher. 147,63. CAD Yen, pareil. Le S3 journalier, il peut aller se chercher. Vous voyez, 85,69. Et encore, il est assez loin. Puisque par rapport au prix actuel, 0,43%, bon, ça se fait 0,43. Quoique, après déjà une baisse de 0,53, c'est pas souvent. Regardez un petit peu, ça c'est pourcentage en journalier. Voilà. Ça c'est la performance du CAD Yen chaque jour en pourcentage, oui, voilà. Et si on met des bandes de Bollinger dessus, on le met, disons, alors, non,
Voilà, bande de Bollinger. Nous allons mettre sur 200 périodes. Et là, ça vous donne un ordre d'idée de la performance, entre guillemets, maximum qu'on peut s'attendre du Canadian en intraday, même si on a de la vol. C'est-à-dire que si on a de la vol, vous voyez une baisse de 1,17%, ça arrive que très rarement. Statistiquement, bien évidemment. Statistiquement, ça peut arriver plus, mais c'est rare. Donc ça aussi, ça vous permet d'avoir une certaine idée de ce que vous pouvez espérer prétendre comme objectif 100% en intraday. C'est-à-dire que là, vous voyez, on est en baisse de 0,5223. C'est rare qu'on ait un franchissement de la bande inférieure ou la bande supérieure, en fait une sortie des bandes. Donc 1,17%, c'est le maximum. Et donc, si on a une baisse de 1,17% aujourd'hui, on prend la règle, 1,17 à peu près, 1,17, ça donne un objectif à 85,68. 85,68 en 4 heures, c'est un peu en dessous du S3. Donc vous voyez, le S3 finalement, il est atteignable. Si on a de la volatilité, si on a une poursuite de l'aversion pour le risque et qu'on a une baisse des cours de pétrole qui continue, le Canadien ira très probablement chercher son S3. Je viens sur le gold puisque j'ai une question sur le cours de l'or. Le cours de l'or est bien écoutez sous pression à cause de la remontée du dollar, le dollar qui est en hausse, donc forcément ça fait pression sur l'or. Voilà. Donc, comme je vous l'expliquais, comme je vous l'expliquais hier, tant que le DXY sera dans ce canal haussier, les 1240 de l'or ne pourront pas être dépassés. Les 1240 seront la résistance majeure du cours de l'or tant que le DXY évoluera dans ce canal. C'est seulement et si seulement le DXY sort par le bas de ce canal haussier qu'on pourrait prétendre d'une hausse de l'or au-dessus des 1240. Mais tant que le dollar est haussier, ça fait pression sur le métal jaune et donc on ne peut pas s'attendre à un retour à 1262. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas acheter l'or lorsqu'il est bas, puisque bon, moi le dollar je suis haussier, mais personnellement je pense que le bull market touche peut-être pas à sa fin, mais en tout cas est extrêmement mature et qu'il y a peu de facteurs qui pourraient continuer à justifier une hausse du dollar. Finalement, ce qui pourrait justifier une hausse du dollar lors des prochains mois, d'ici la fin de l'année, c'est si on a une aggravation de la situation en Italie, du Brexit ou de la situation économique en Chine. Voilà. Donc c'est ce qui pourrait justifier une poursuite de la hausse. Voilà, maintenant techniquement, tant qu'on est dans ce canal haussier, l'or sera sous pression. Donc l'or, je pense que voilà, là on est sur support, vous voyez, il peut revenir à 1211 $. 1211, c'est le premier support, on va dire majeur pour l'or, parce que vous voyez, c'était ce top. Vous voyez, si je devais tracer une zone en noir, vous voyez le top devenu support ici. Ça, c'est les 1200, 1211, 1214. C'est le support. C'est-à-dire que sur ce niveau de prix, c'est peut-être intéressant de se positionner à l'achat si on a bien évidemment des signaux techniques. Pour le moment, en horaire, vous voyez, on a un petit rebond en horaire, mais est-ce qu'on a un signal haussier? Alors, ni sur les bandes de Kellner, ni sur les bandes de Bollinger, ni les moyennes mobiles, et ni le RSI. Donc, l'or pourrait continuer à baisser jusqu'à 1215. Peut-être pas au S3. Pourquoi pas au S3? Parce qu'on a l'aversion pour le risque. Donc oui, l'or baisse parce qu'on a une hausse du dollar, mais puisqu'on est dans l'aversion pour le risque, on va pas non plus avoir un short massif de l'or. Donc le S2 sera le support, à mon avis, majeur en intraday. Alors je réponds à la dernière question. Que pensez-vous de l'AUD USD? Bon, l'AUD, pour moi, ça tourne de plus en plus en bull market. Techniquement, hein, je dis bien. Techniquement, regardez, sorti par le haut de ce canal. On teste le nuage, par contre, on a l'échec. Donc ça, c'est un signal assez négatif qu'on vient d'avoir hier et qu'on a ce matin. Donc c'est un signal assez négatif. Je vous rappelle, les baromètres de l'AUD, c'est quoi? C'est le yuan et les métaux. Qu'est-ce que fait le yuan ce matin? Il baisse face au dollar puisque l'USD est en hausse. Vous voyez, dans le vert face au yuan. Et les métaux, copper, nickel, argent, or, sont dans le rouge. Donc forcément, ça fait pression sur l'AUD. Maintenant, si on a une clôture au-dessus du nuage, ça sera un signal haussier, direction 0,75.
Voilà, donc on attend la clôture. Tant qu'on n'a pas la clôture, là, il semblerait qu'on pourrait avoir un repli de 38 voire 50%. Donc l'AUD, c'est wait and see. C'est-à-dire que si vous êtes à l'achat depuis les plus bas, pourquoi pas prendre une partie des bénéfices et garder une autre partie, laisser courir les gains. Voilà, une autre, votre seconde partie de votre position, vous la laissez ouverte pour viser les 0,75. Pourquoi pas? Ça peut être une stratégie, une possibilité. Maintenant, je pense qu'il y a probablement une phase de baisse à s'attendre. Un signal haussier, ce sera le dépassement du nuage ou les bandes de Keltner. Si on a une nouvelle clôture à la hausse, comme ce qu'on avait eu ici, vous voyez, ça serait un signal positif. Vous parlez de liquidité, mais avec les CFD, il n'y a pas cette notion de liquidité. Alors, s'il y a toujours une notion de liquidité, hein, quand vous achetez, il y a quelqu'un qui vend. Hein. Ça, c'est le CFD, c'est le contrat futur, c'est les options. C'est comme ça que ça marche. Hein. Vous soyez sur CFD, futur ou option, quand vous achetez, il y a quelqu'un qui vend. Et quand vous vendez, et quand vous shortez, il y a quelqu'un qui achète. C'est comme ça. Il y a toujours une contrepartie. Donc, il y a toujours la liquidité. S'il n'y a pas, si vous souhaitez acheter, mais qu'il n'y a pas de vendeur en face de vous, eh bien, voilà, il y a pas de, il y aura pas d'exécution. Ou alors une exécution à un prix moins bon. Voilà. Maintenant, il y a des fournisseurs de liquidités. Ça, c'est les banques, c'est les contrats futurs. Ça, c'est la liquidité. Et ensuite, il y a la taille du courtier, bien évidemment. Si vous êtes dans un courtier qui est présent dans le monde et qui a énormément de clients, il y a beaucoup plus de liquidité. Voilà, donc moi je vais pas vous faire la promotion ici de IG, vous irez vous renseigner, voilà, comparer les courtiers, voir quel courtier a le plus de clients. Mais voilà, la liquidité, surtout sur le Forex, Forex c'est le marché le plus liquide après le marché obligataire. Donc le slippage ou les gaps, ça arrive bien évidemment, mais bon, ce n'est pas non plus quelque chose qui arrive tous les jours, vous voyez. Et c'est pour cela qu'il y a les stop garanties. Stop garantie coûte un peu plus cher en termes de spread, puisque IG prend la garantie que vous soyez exécuté. Parce que si vous avez un stop qui n'est pas garanti, mais que vous avez un gap, c'est-à-dire que le gap saute votre stop, eh bien vous ne serez probablement pas, votre stop ne sera probablement pas exécuté. Alors que si vous avez un stop garanti, même s'il y a un gap, votre stop fonctionnera puisque IG justement prend voilà cette garantie. Maintenant bon, si vous voulez davantage d'informations sur différence entre les stops et les stop garanties de IG, le mieux, parce que moi je ne suis pas un expert des produits, c'est que vous appeliez le service client IG ou les commerciaux si vous n'êtes pas client. Mais ils vous renseigneront, ils vous donneront beaucoup plus de détails. Bon, moi je ne suis pas du tout expert des produits IG. Je me contente de faire de l'analyse. Et donc voilà, écoutez, je pense avoir répondu à toutes les questions, énormément de questions aujourd'hui. Merci pour votre attention. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis, et je vous souhaite également un excellent week-end. Soyez prudents sur les marchés ce matin, puisqu'on a, comme vous le savez, des chiffres britanniques à 10h30 et on a un indice de confiance de Michigan aux États-Unis à 16h. Donc voilà, un petit peu de volatilité attendue, de l'aversion pour le risque, vous l'aurez compris aujourd'hui. Et donc voilà, excellente journée à vous, excellent week-end. À lundi pour mon prochain point de marché.